Roméo et Juliette, ou l'amour-passion dans le mariage malgré sa prohibition dans le monde ancien. On l'ignore souvent, mais l'origine première de la légende se trouve chez Ovide, dans ses Métamorphoses. Il s'agit de l'histoire de Pyrame et Thisbé, une légende qui fut reprise beaucoup plus tard par Masuccio Salernitano dans un conte paru en 1476, puis par Luigi da Porto dans la nouvelle publiée en 1530 à titre posthume, dont le titre « Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti » renvoie autant aux tourments de la vie personnelle de l'auteur qu'aux deux légendes dont il a pu s'inspirer. Reste que c'est bel et bien à Luigi da Porto qu'il reviendra de donner au récit sa forme définitive. D'abord en attribuant aux deux amants les noms qu'ils vont garder dans les versions ultérieures, ceux qui vont passer à la postérité grâce à la pièce de Shakespeare, infiniment plus connue que les premières versions, mais aussi en fournissant le cadre de l'action dans un lieu bien précis, à Vérone, ainsi qu'entre les deux familles ennemies, celles des Montaigu et des Capulet. Luigi da Porto, 1485-1530, un écrivain et historiographe né à Vicence, dédia cette nouvelle à sa cousine, Lucina Savorgnan, dont il était tombé fou amoureux à l'âge de 16 ans, passion qui suscita un conflit entre sa famille et celle de la jeune fille. Un conflit qui, sans aucun doute, lui inspira le récit des malheurs de Roméo et Juliette. Que racontait au juste la première version du drame, celle d'Ovide ? Elle est brève et la trame en est assez simple. Pyrame, le garçon, et Thisbé, la fille, sont deux jeunes gens qui vivent à Babylone. Les maisons de leurs parents sont mitoyennes et au moment de leur construction, une petite ouverture a, par inadvertance, été laissée dans le mur qui sépare leur jardin. À force de se côtoyer, Pyrame et Thisbé tombent amoureux l'un de l'autre. Ils veulent vivre ensemble, se marier, mais les deux pères de famille le leur interdisent, pour des raisons que le texte d'Ovide ne précise d'ailleurs pas. Chaque soir, les deux amoureux se retrouvent près de leur mur pour susurrer à travers la mince fente les mots doux qu'inspire depuis toujours la passion, et, comme il se doit aussi, à force d'être séparés, ils n'y tiennent plus. Ils veulent concrétiser cet amour, et ils se donnent rendez-vous la nuit prochaine, sous un arbre, un mûrier, dont à l'époque, précise un Ovide toujours friand de métamorphoses, les fruits étaient d'un blanc aussi immaculé que celui de la neige. Comme promis, le soir venu, Thisbé quitte la maison paternelle. La tête recouverte d'un voile, elle se dirige à pas furtifs vers l'arbre fruitier. Hélas, une lionne qui vient de terminer son festin, la gueule tout ensanglantée, lui barre la route. La jeune fille se sauve en courant et se réfugie dans une grotte qui se trouvait fort heureusement à proximité. Par manque de chance, elle laisse tomber son voile à terre et la lionne le déchire tant et si bien entre ses mâchoires que le tissu s'en trouve tout taché de sang. Sur ces entrefaites, Pyrame, arrivant pour rejoindre sa bien-aimée, découvre le linge ensanglanté. Il en déduit à tort que sa promise a été dévorée par le félin. Il récupère le voile, le couvre de larmes et de baisers en jurant ses grands dieux qu'il ne saurait continuer à vivre tant son cœur est brisé. Joignant le geste à la parole, il sort son poignard et se transperce le cœur. Thisbé finit par sortir de sa grotte, et tombant sur le malheureux en train d'agoniser, elle n'a que le temps d'échanger quelques mots avec lui, de lui promettre de le suivre dans la mort. Puis, elle retire le poignard du corps de Pyrame et se laisse tomber dessus, en finissant à son tour avec la vie. Malgré tout, elle a quand même le temps d'adresser ses derniers mots en forme de prière aux deux pères qui leur ont refusé le bonheur. Que ceux qu'un amour fidèle et que leurs derniers instants ont unis, l'un à l'autre, puissent reposer dans le même tombeau. Et toi, arbre dont les rameaux n'abritent pour l'instant qu'un seul corps et qui bientôt en abriteront deux, conserve les traces de notre trépas. Et c'est ainsi que, selon la légende, les murs qui, à l'origine, étaient blanches, sont devenues rouge sang, voire presque noires quand elles arrivent à maturité. C'est du reste pour cette raison qu'Ovide raconte cette légende dans un livre qui s'intéresse aux métamorphoses. Comme il le précise à la fin du récit,
la prière de Thisbé toucha non seulement les dieux, mais aussi les deux pères, le fruit prenant à maturité une couleur noirâtre, tandis que ce qui reste de leur bûcher repose dans la même urne. Un thème, celui de l'union dans la mort sous l'égide d'un végétal, qu'on trouvait déjà dans la légende de Tristan et Iseut. La nouvelle de Luigi da Porto, après celle de Thisbé et Pyrame, prend tout son sens dans un contexte où c'est encore le mariage arrangé par les familles et les villages qui domine la vie amoureuse et conjugale. Impossible de se marier sans l'autorisation du père et d'une manière générale, ce n'est pas l'amour qui guide son choix. L'enseignement majeur de la littérature comme des historiens, c'est que dans cette perspective ancienne, bien évidemment, on ne se marie pas, on est marié au passif, hors de tout libre arbitre. La vie conjugale n'est pas choisie, mais bel et bien imposée de l'extérieur, comme un destin où s'enracine le mariage arrangé que privilégient encore les Montaigu comme les Capulet. Et ce, quelles que soient par ailleurs les nobles recommandations de l'Église qui, depuis le XIIIe siècle, adossait pourtant le mariage au consentement mutuel des jeunes gens. Ce qui, du reste, comme nous allons le voir, donnera toute légitimité au prêtre qui va marier Roméo et Juliette malgré l'opposition des parents, la volonté des jeunes gens passant à ses yeux avant celle des pères de famille. La nouvelle de Da Porto étant infiniment moins connue que la pièce qu'en a tirée Shakespeare, j'ai choisi d'en citer plusieurs passages, afin d'inciter mon lecteur à aller la lire dans son entier. Le récit de Luigi da Porto. Le prologue. Le véritable narrateur du récit nous est présenté par Luigi da Porto, selon un artifice littéraire alors en vogue, comme étant un officier italien en guerre, un certain Pellegrino, un homme d'une 50aine d'années dont il nous dit qu'il est plein d'expérience en matière d'amour. Son ami Pellegrino aurait tenu à lui rapporter l'histoire fort malheureuse de deux amants dont les parents ne voulaient pas qu'ils se marient. Une histoire qui rappelle celle que Da Porto lui-même a vécue avec sa cousine à laquelle il adresse sa nouvelle. Pellegrino commence son récit en plantant le décor du drame qui va suivre. À l'époque où le très honnête et courtois seigneur Bartolomeo della Scala gouvernait ma patrie, y vivaient deux familles très nobles, celle des Capelletti et l'autre des Montecchi. Par esprit de faction, autant que pour des griefs privés, elle se vouait une haine inextinguible. Mais quelle qu'en soit la raison, au moment où commence mon histoire, elle connaissait une période d'apaisement. Ce soir-là, Antonio Capelletti donnait une de ces fêtes magnifiques dont il avait le secret. Il s'agit en effet d'une fête somptueuse, à l'italienne, peuplée de personnages costumés et masqués. On aperçoit une jeune femme d'une extrême élégance qui danse avec d'autres jeunes filles. Puis, au moment où chacun retire son masque, on découvre qu'il s'agit en fait non d'une fille, mais d'un jeune homme déguisé en femme, dont on apprend qu'il surpasse en beauté toutes les femmes, même les plus charmantes de la fête. Les regards se tournent vers lui avec admiration, mais aussi avec beaucoup de surprise, car on reconnaît un Montecchi, que personne ne s'attendait à rencontrer dans une soirée donnée par un Capelletti. Il s'agit, on l'aura compris, du jeune Roméo, qui a suivi dans cette fête une jeune fille dont il se sentait d'autant plus amoureux qu'elle le dédaignait, où l'on comprend que l'atmosphère de la courtoisie inspire encore cette nouvelle. Dans la bonne ville de Vérone, première rencontre de Roméo et Juliette. La fille du maître des lieux apparaît d'une beauté que Da Porto qualifie tout simplement de surnaturelle. Il s'agit de Juliette qui regarde littéralement fascinée le beau Roméo. Roméo ne la voit même pas, absorbé qu'il est par sa passion malheureuse. Mais au moment où commence la danse de la torche et du chapeau, par laquelle se terminent les fêtes aristocratiques dans l'Italie de cette époque, le hasard veut que les deux jeunes gens se retrouvent l'un auprès de l'autre. Juliette, dans cette espèce de farandole, donne sa main droite à un garçon, un certain Marcuccio Guercio, dont on apprend au passage que les mains étaient toujours froides en juillet
comme en janvier. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.